République prendra la reine du Bénin. Tous ces changements qui s'annoncent matérialisent la dynamique de la vie et sont le symbole du renouvellement inéluctable, gage d'espérance et de progrès. Les élections générales, qui à cet effet se préparent, seront paisibles et sereines, parce que chacun, quelle que soit son appréciation et son appartenance, aura compris que le seul véritable enjeu, c'est le Bénin. Mesdames et messieurs, vous aurez compris que l'émotion m'a étreint. Il est difficile de se quitter quand on s'aime. Mais la grandeur de l'âme, le devoir, l'amour requiert qu'il faut savoir se quitter, savoir se dire au revoir pour laisser la place à d'autres. Je voudrais vous souhaiter à vous, à tout le monde, que bientôt, ceux qui viendront ici ou celui qui viendra ici à ma place, vous entretenir sur l'état de la nation, vous donne le sentiment que les choses s'améliorent, que le Bénin continue son chemin et que le meilleur va se goûter de plus en plus par les uns et les autres. Je voudrais que dans les rues de Cotonou, chez moi, ou dans un café, dans un bar, ou chez des amis, en regardant le prochain faire son discours de l'état de la nation, je voudrais constater que dans tel ou tel domaine, les choses ont avancé, sont allées encore beaucoup plus loin que ce que nous avons fait ensemble. Je voudrais que l'âme du Bénin y veille. J'ai confiance. Et je vous invite à avoir autant confiance en notre destin commun, en notre capacité de développement, d'abnégation, d'effort. Et je prie le ciel de nous exaucer. Merci. Alors, là, on vient d'écouter quelques extraits du discours de Patrice Talon devant les députés aujourd'hui à Porto Novo. Discours dans lequel il annonce, il avait déjà dit plusieurs fois, il annonce officiellement que dans 4 mois, il quitte le pouvoir et qu'il a le sentiment du devoir accompli, qu'il a fait de bonnes choses, des choses aussi qui n'étaient pas assez bonnes, mais qu'il revient au prochain président de corriger les erreurs, s'il y en a, et de faire avancer le pays. C'est tout ce qui est bon dans la démocratie. La démocratie, c'est un modèle perfectible. Il n'y a jamais de modèle parfait. À l'heure où nous parlons au Ghana, par exemple, le Ghana qui est un modèle, il y a actuellement un débat au Ghana sur un projet de faire passer le mandat présidentiel de 4 ans, 5 ans. Ça suscite des débats dans le pays, mais c'est un débat, c'est aussi la démocratie. Peut-être que ceux qui ont constaté que 4 ans n'était pas assez suffisant pour que le président travaille veulent faire passer le mandat à 5 ans. Peut-être ceux qui, demain, seront à la tête du pouvoir au Bénin estimeront que 7 ans, c'est trop, ils vont le ramener à 5 ans. Mais toujours est-il que tout ça se fait dans l'apaisement pour que le pays puisse avancer. Et donc, aujourd'hui, Talon le dit ouvertement, c'est son dernier discours devant les députés. Dans 4 mois, il n'est plus président du Bénin. Et je pense que c'est un message qui fait même baisser les tensions dans le pays. C'est un message qui fait que des gens vont se dire, enfin, même si on n'aime pas sa tête, il s'en va quand même. On aura la possibilité de choisir peut-être un nouveau président, mais toujours est-il que lui ne sera plus là. Rien ne prouve que le prochain président, il fera ce que le président est en train de faire. On a vu par exemple en Angola, les Dos Santos ont confié le pouvoir à un proche, mais dès qu'il est arrivé, il a vu que les Dos Santos ont tellement abusé du pouvoir, de la richesse nationale, il a arrêté pas mal des fidèles de Dos Santos. On a vu aussi en Mauritanie. Donc, c'est ça la dynamique de la démocratie, hein, corriger les erreurs en avançant. Ce n'est pas un modèle parfait, mais c'est un modèle perfectible. Aux États-Unis, qui ont 200 ans d'histoire de démocratie, on voit ce qui est en train de se passer avec Donald Trump. Tous les jours, il remet en cause des acquis que d'autres personnes demain, lorsqu'ils seront au pouvoir, vont ramener à leur place initiale. Donc, voilà, et ça, ce discours, vous ne l'entendrez pas du côté du voisin, de l'autre voisin, qui lui dit clairement que c'est papa qui lui a laissé le pouvoir et qu'il n'en est pas question de s'en débarrasser. C'est ça les deux mondes dans lesquels nous sommes. Hein? D'un côté, il y a quelqu'un qui vient de faire 2 mandats, il dit officiellement je m'en vais. De l'autre côté, il y a quelqu'un qui fait 20 ans et qui vous dit c'est mon père qui m'a donné le pouvoir et notre papa nous a dit de ne jamais laisser ce pouvoir-là alors qu'il ne faut rien avec ce pouvoir. Voilà. Donc, j'ai voulu vous faire passer ce discours-là pour ceux qui ne l'ont pas suivi, pour avoir des éléments d'appréciation de ce qui se passe dans les deux pays. Et donc, du Bénin, on va aller au Ghana. Au Ghana, où je vous disais tantôt que
il y a un débat aussi au Ghana pour toucher la Constitution, pas pour sauter un troisième mandat, pas pour un troisième mandat, mais pour rallonger le mandat présidentiel de 4 à 5 ans. Donc, il y a ce débat actuellement au Parlement ghanéen. C'est un projet qui a été introduit par des députés, je pense, de NDC. Et actuellement, c'est un peu chaud au Ghana avec un débat. Certains ont commencé déjà par faire des spéculations en disant John Mahama veut avoir un troisième mandat parce qu'il avait fait un premier mandat, il est parti, il est revenu. Et lui, il a tenu à recadrer les gens en disant non, il n'est pas question d'avoir un troisième mandat. Mais on ne sait jamais, les politiciens, une fois qu'ils sont aux affaires, l'appétit venant, ils ont envie encore de manger plus. Donc, il y a ce débat actuellement au Ghana de modifier la Constitution et de faire passer le mandat présidentiel de 4 à 5 ans. Mais du côté de l'opposition, les gens pensent que c'est une manœuvre pour que John Mahama puisse réclamer un troisième mandat. On va suivre ça de très près. Il faut quand même suivre l'actualité pour avoir des éléments d'analyse et de comparaison de ce qui se passe dans la région. Mais ce n'est pas de cela que je vais parler tout à l'heure. C'est beaucoup plus de la modernisation du port de Tema. Je vous avais parlé des voisins qui sont en train de moderniser les infrastructures portuaires. Et au Ghana, le président, dans un discours qu'il a eu à tenir cette semaine, a dit clairement que au niveau de Tema, ils font tellement de réformes. Ils ont construit des infrastructures. Il y a les rails qui ont été réhabilités, il y a les routes qui ont été bien réhabilitées, il y a la zone portuaire qui est en pleine modernisation. Et là, maintenant, ils veulent utiliser l'intelligence artificielle pour traiter les conteneurs. Et c'est ce qu'il est en train de dire dans ce discours en anglais pour ceux qui comprennent facilement la langue de Shakespeare. Merci. The AI algorithm that this port uses was developed by young Ghanaians. And so this port is an AI port. Algorithms show it how to manage the containers and make everything predictable so that work goes on faster. And so the AI algorithm that is being used at the port was developed by some of our young people from the University of Ghana, Legon. And again, it was Samara who brought them together and gave them the challenge whether they could develop that algorithm. So several of those youth who developed the algorithm are working in this port, running the algorithm and operating it. So once again, I want to say a big thank you. Alors, la technique va nous passer une deuxième fois ce message. En fait, le président ghanéen était en train de former l'opinion que des jeunes étudiants ghanéens de l'université de Legon ont développé des algorithmes, donc l'intelligence artificielle, pour pouvoir manager les conteneurs, c'est-à-dire traiter les conteneurs au port de Tema. Et c'est une œuvre des jeunes étudiants ghanéens de l'université de Legon. Donc, on serait aussi très heureux qu'au niveau de l'université de Lomé, des jeunes, des étudiants puissent avoir des moyens de travailler des algorithmes pour créer l'intelligence artificielle, pour pouvoir gérer, par exemple, les flux à l'aéroport, les conteneurs au port. Si les jeunes Ghanéens arrivent à réussir, pourquoi pas les jeunes Togolais? Ça veut dire que les jeunes Ghanéens, on met les moyens à leur disposition pour faire ce travail-là. On va réécouter le président ghanéen et il précise que c'est une œuvre des jeunes Ghanéens qui sont de l'université de Legon. The AI algorithm that this port uses was developed by young Ghanaians. And so this port is an AI port. Algorithms show it how to manage the containers and make everything predictable so that work goes on faster. And so the AI algorithm that is being used at the port was developed by some of our young people from the University of Ghana, Legon. And again, it was Samara who brought them together and gave them the challenge whether they could develop that algorithm. So several of those youth who developed the algorithm are working in this port, running the algorithm and operating it. So once again, I want to say a big thank you. Et donc, il nous dit que plusieurs de ces jeunes travaillent au port et assurent la gestion à travers ces algorithmes qu'ils ont inventés eux-mêmes. Alors, chez nous, les étudiants n'ont même pas de stage au port. Les étudiants à Lomé qui sont dans les secteurs les plus, je ne sais pas quoi, n'ont même pas de stage au port autonome de Lomé. Et il n'y a pas un moment où tu entends que
au bout de chaque année, il y a au moins 200 étudiants, parce que le port autonome de Lomé, c'est un port qui traite beaucoup de conteneurs. Au moins 50, 100, 150 étudiants triés sur le volet. Chaque année, on oblige le port à donner des stages payants, pas gratuits, des stages payants, au moins à 150 jeunes qui arrivent dans la zone portuaire, qu'on essaie de partager dans tous les secteurs, manutention, je ne sais pas comment on appelle ça, traitement des conteneurs, transit, consignation, que tous ces étudiants se familiarisent avec le monde portuaire et que au bout de leur stage de 1 ou 2 mois de vacances, on peut leur donner 100 000 francs par mois et avec les 100 000 francs à la rentrée, ils puissent acheter, je ne sais pas, un ordinateur, je ne sais pas quoi, qu'on leur offre un ordinateur et tout ça. C'est comme ça qu'on réfléchit, on fait avancer des pays. Au Togo, où nous avons la chance d'avoir un port en eau profonde, c'est totalement difficile pour les étudiants togolais d'aller trouver ne serait-ce qu'un simple stage au port autonome de Lomé, d'apprendre sur le terrain, de matérialiser leurs connaissances, ça n'existe pas. Donc, il n'y a même pas de vision. Il n'y a même pas de vision. Voilà au Ghana, à l'université de Legon, les étudiants qui créent des algorithmes pour la gestion des conteneurs. Pendant ce temps, au Togo, les étudiants qui sont à l'université, on les utilise pour faire les renseignements. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus les étudiants qui s'utilisent sur les plateformes pour faire des captures d'écran. C'est eux qui sont dans les lives pour repérer parfois les enseignants, leurs amis qui sont dans les lives, qui font des commentaires, ils envoient ça aux renseignements pour qu'on arrête les gens. C'est beaucoup plus les étudiants qu'on utilise aujourd'hui. On les paye 5 000, 10 000, on leur envoie un peu de crédit, un peu de connexion pour pouvoir espionner leurs professeurs, leurs amis dans les lives à l'université, signaler tous ceux qui veulent s'organiser pour protester contre le régime pour qu'on vienne les arrêter. Ailleurs, les étudiants sont utilisés pour faire avancer le pays. On leur donne des outils de recherche, on leur permet d'aller faire des stages, de commencer par choisir le monde dans lequel ils veulent travailler, de matérialiser leurs projets. Si tu es ingénieur, on t'envoie dans des structures d'ingénieurs. Si tu veux travailler dans le droit maritime, si tu veux être juriste dans le droit maritime, on t'envoie au port. Si tu fais dans la gestion économique, on t'envoie au port. Si tu es dans le transit, on t'envoie au port. Et ailleurs, c'est comme ça qu'on travaille les étudiants à choisir leur projet de vie. Mais chez nous, les étudiants sont utilisés pour espionner leurs professeurs, espionner leurs amis. Ils sont utilisés pour être dans les lives chaque jour, pour faire des captures d'écran, envoyer aux renseignements, et puis après, on vient arrêter les gens à la maison. Et un pays comme ça ne peut jamais avancer. Un pays comme ça ne peut jamais progresser. C'est un pays qui a choisi de stagner dans la médiocrité, de stagner dans les antivaleurs. Et voilà pourquoi les autres évoluent pendant que nous ne continuons pas à reculer. Voilà ces 2 vidéos que j'ai voulu vous passer. Et je vous passe une 3e vidéo sur comment les dictatures, les régimes autoritaires arrivent à maintenir les peuples dans la pauvreté, histoire de les exploiter après. Vous avez tous lu La servitude volontaire d'Étienne de la Boétie, vous avez lu aussi certainement Machiavel, et ce sont des ouvrages qui inspirent généralement les pouvoirs autoritaires, surtout Machiavel, le prince. Ils en livrent énormément, ils ont des conseillers qui en lisent et qui leur extraient les méthodes pour pouvoir maintenir les populations sous domination. Suivons cette vidéo ensemble. Et c'est lié à cette histoire de novicie de ces jours-ci. Garder le peuple pauvre et préoccupé. Un corps épuisé n'a plus la force de se rebeller. Un homme affamé rêve seulement de pain, jamais de détrôner des princes. L'ouvrier surmené réclame du sommeil, pas de la justice. Donnez-leur juste assez pour survivre, jamais assez pour s'élever. Et ils resteront dociles, reconnaissants pour quelques miettes. La prospérité est un poison pour le pouvoir. Les ventres pleins deviennent oisifs. Et l'oisiveté fait naître les questions. La sécurité appelle des revendications. Le loisir forge des complots. Les citoyens à l'aise commencent par demander « Pourquoi est-ce que je me courbe ?» Puis un jour, ils refusent de se courber du tout. Machiavel l'avait compris. La misère impose l'obéissance. L'abondance éveille la défiance. Les affamés obéissent. Les rassasiés s'organisent. Gardez les fatigués, affamés, occupés sur le fil du rasoir. Et vous les garderez gérables. Offrez-leur le confort et vous façonnez les mains qui finiront par vous renverser. Si vous voulez comprendre ces dynamiques de pouvoir, voir clair dans les jeux d'influence et reprendre le contrôle de votre esprit, lisez L'Esprit inébranlable. Le lien est dans ma bio. Alors, il faut rejouer ça une 2e fois. Merci. Garder le peuple pauvre et préoccupé. Un corps épuisé n'a plus la force de se rebeller. Un homme affamé rêve seulement de pain, jamais de détrôner des princes. L'ouvrier surmené réclame du sommeil, pas de la justice. Donnez-leur juste assez pour survivre, jamais assez pour s'élever. Et ils resteront dociles,
reconnaissant pour quelques miettes. La prospérité est un poison pour le pouvoir. Les ventres pleins deviennent oisifs. Et l'oisiveté fait naître les questions. La sécurité appelle des revendications. Le loisir forge des complots. Les citoyens à l'aise commencent par demander « Pourquoi est-ce que je me courbe ?» Puis un jour, ils refusent de se courber du tout. Machiavel l'avait compris. La misère impose l'obéissance. L'abondance éveille la défiance. Les affamés obéissent. Les rassasiés s'organisent. Gardez-les fatigués, affamés, occupés sur le fil du rasoir. Et vous les garderez gérables. Offrez-leur le confort et vous façonnez les mains qui finiront par vous renverser. Si vous voulez comprendre ces dynamiques de pouvoir, voir clair dans les jeux d'influence et reprendre le contrôle de votre esprit, lisez L'Esprit inébranlable. Le lien est dans ma bio. Voilà. Alors, j'ai eu plusieurs fois à développer dans mes lives que c'est la classe moyenne qui est souvent exigeante. C'est elle qui demande des comptes au gouvernement. Parce que la classe moyenne, c'est elle qui se préoccupe c'est elle qui a les outils pour demander rapidement les comptes au gouvernement parce que ses intérêts sont en jeu. Dans les pays où il n'y a pas de classe moyenne, c'est très compliqué. Et le pouvoir au Togo fait en sorte qu'il n'y ait pas de classe moyenne. Vous allez voir qu'au Bénin, il y a de plus en plus un embryon de classe moyenne qui émerge. Au Ghana, et la classe moyenne a déjà émergé. Et c'est la classe moyenne qui se préoccupe rapidement des infrastructures, du cadre de vie, de la santé. C'est la classe moyenne parce qu'une fois que les gens ont un peu de moyens, ils ont des revendications. Ils se demandent pourquoi on n'a pas fait ci, pourquoi on n'a pas fait ça. Donc, au Bénin, par exemple, de plus en plus, il y a une classe moyenne qui émerge. Et donc, c'est elle qui consomme. Vous voyez, les riches ne consomment pas. Les riches, en général, quand les vrais riches, pas les parvenus, les vrais riches, ce qu'on appelle les riches, ce n'est pas ceux qui ont escamoté l'ascenseur social. Les vrais riches, vous allez le voir, un riche, il achète une montre Rolex pour peut-être toute la vie, ou il achète une chaussure très chère pour toute la vie, ou deux vestes pour la vie. Mais la classe moyenne, elle consomme régulièrement. Quand il y a un iPhone 17 qui sort, il achète. La prochaine fois qu'il y a iPhone 18, il achète. La prochaine fois qu'il y a iPhone 19, il achète. Et la prochaine fois qu'il y a un modèle de voiture, il achète. Ça, c'est la classe moyenne. Les riches, il va acheter une Porsche Panamera qu'il garde comme collection pour... c'est un investissement. Mais la classe moyenne, c'est elle qui achète régulièrement, c'est elle qui consomme. Et donc, les dictatures, les régimes autoritaires ont compris que quand vous faites émerger la classe moyenne, elle est exigeante. Et donc, c'est pour ça qu'au Togo, on maintient tout le monde dans la pauvreté. Donc, l'écart entre la minorité qui est la minorité de parvenus, parce que ce ne sont pas des riches, ceux qui ont l'argent au Togo, c'est des parvenus. Ce ne sont pas des gens qui ont travaillé à la force de leurs bras, qui ont créé des entreprises pour devenir des millionnaires ou des milliardaires. C'est des gens qui ont volé l'argent public et qui sont devenus riches. Donc, c'est des parvenus, c'est des voleurs de la République, c'est des prévaricateurs. Et au milieu, il n'y a pratiquement pas de classe moyenne. Et au bas de l'échelle, il y a la majorité qui croupit dans la misère. C'est ce qu'il a expliqué dans cette vidéo, faisant écho au livre de Machiavel, Le Prince, que les dictateurs mettent régulièrement en marche pour écraser les peuples. Donc, vous comprenez l'esprit dans lequel cet argent de Novici a été distribué juste pour, à un moment donné, étancher la soif du peuple qu'on a réduit à la misère totale. Quand vous prenez aujourd'hui les Togolais, vous allez voir que ceux qui ont un peu d'argent au Togo, ceux qui ont un peu d'argent, je ne parle pas des voleurs qui sont au sommet, ceux qui estiment avoir un peu d'argent, c'est des gens, quand vous les voyez, vous posez la question, quand vous les comparez aux autres pays, c'est des pauvres. Ceux qui disent au Togo qu'ils ont un peu d'argent, quand vous les comparez à la classe moyenne au Ghana, c'est des pauvres, pratiquement des pauvres. Ce n'est pas des gens qui peuvent acheter une voiture maison, c'est des gens qui vont acheter une voiture occasion au port, peut-être un peu plus propre qu'une autre voiture, mais qui disent que j'ai acheté le dernier modèle de Santa Fe, j'ai acheté le dernier modèle de 4x4, je ne sais pas quoi, alors que vous allez au Ghana, celui qui est dans la classe moyenne, il achète une Range Rover maison. Il achète une BM maison, il achète je ne sais pas quoi maison. Le week-end, lui et toute sa famille, ils sont à l'hôtel le week-end parce qu'ils ont de l'argent pour aller à l'hôtel tout le week-end. Et donc, les hôtels font aussi de la promotion, on réduit les coûts pour que la classe moyenne vienne consommer. Mais au Togo, celui qui est moyennement riche, il achète une voiture d'occasion. C'est les voleurs qui sont au sommet, donc la minorité, qui vont acheter à Sifao et auprès de certains concessionnaires. Donc, quand on est dans ces situations-là, c'est de plus en plus compliqué. Et donc, il faut continuer par sensibiliser, parler aux Togolais, leur montrer à la figure le drame qu'ils vivent, les dangers de leur apathie, les dangers de leur silence, les dangers de la léthargie dans laquelle ils se sont enfermés, pour enfin fouetter leur ego pour que ce peuple-là se réveille. Et donc,
cette capsule que je viens de montrer est suffisante pour comprendre les enjeux. Si vous allez un peu au Bénin ces derniers temps et vous allez au Ghana ces derniers temps, vous allez voir que cette classe moyenne, c'est elle qui est dans les cités. C'est elle qui est dans les logements, pas les logements sociaux, mais les logements bon, qu'on considère pour la classe aisée. C'est cette classe moyenne qui se trouve dans ces logements-là, qui constitue un cadre de vie assez sain, amélioré, avec toutes les commodités pour les gens qui ont émergé dans la société. Espérons qu'un jour, les Togolais en arrivent à ce niveau pour tirer la majorité qui est encore dans la pauvreté vers le haut, pour que le pays puisse amorcer un développement plus ou moins acceptable. Alors, ceci étant, je vais rentrer dans le vif du sujet sur pourquoi je fais ce live-là. Parce que généralement,